Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Kemal Gadallah. Vous êtes professeur à l'université de l'Azhar. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à votre avis, quel est l'objectif et l'importance du programme de formation des imams du ministère des Affaires religieuses? Ah oui, vraiment, en fait, former les imams, ce n'est pas une initiation, si vous voulez, mais la formation, elle est tout à fait différente de l'initiation. Elles sont déjà initiées dans les sciences islamiques parce qu'elles sont diplômées des facultés de l'université de l'Azhar, soit par exemple dans le domaine de la charia, dans le domaine du droit musulman, dans le domaine par exemple de la langue arabe, ou bien de la faculté de prédication, la faculté de théologie et tout. Donc, elles ont fait déjà leur formation, leur carrière, leur discipline, mais c'est une sorte de formation donc dans le cadre d'un stage qui pourrait durer quelques semaines, peut-être 12 semaines, je crois conformément à ce qui a été publié et ce qui est connu en fait dans le ministère. C'est en fait pour étudier des choses tout à fait intensives dans une durée qui n'est pas très longue. Donc, on met l'accent sur les exigences, on voulait le mettre entre guillemets, les exigences de marché. Marché ici, c'est-à-dire le public. Donc, quels sont les problèmes tout à fait persistants qui pourraient faire hantise au public des auditeurs, de prieurs, en fait, et de croyants aux mosquées? Quels sont, par exemple, les problèmes d'ordre théologique, d'ordre, par exemple, juridique musulman? Quels sont, par exemple, les problèmes relatifs aux transactions, comme les ventes, l'achat, les nouvelles formes de vente, les nouvelles formes d'achat, par exemple, de prêt, et aussi, par exemple, les transactions bancaires. Donc, il y a des choses, en fait, qui font obsession au public qui va à la mosquée. Et donc, il faut connaître que l'imam, c'est quelqu'un qui est le représentant de toute l'institution de l'Azhar dans la mosquée. Parce que lui, il est responsable de toutes les questions relatives à la tafsir, exégèse coranique, le hadith, la sunna prophétique, par exemple le fiqh, le droit musulman, et aussi, par exemple, s'il s'agit de récits de prophètes, donc aussi de problèmes d'ordre social, comme par exemple le divorce et le mariage, l'héritage, la succession et tout. Donc, il y a ce qu'on peut appeler les nouvelles survenues, ou bien le mustagaddat al-hadith, c'est-à-dire les choses qui n'existaient pas au temps de prophètes, ni au temps de compagnons, ni aussi au temps de nos grands ulama, docteurs musulmans, érudits, éminents. Oui, ils ont fait leurs efforts, tout à fait des efforts louables pour équilibrer la sentence religieuse. Mais maintenant, il y a des nouvelles circonstances qui se sont imposées sur la réalité. Il faut y chercher des solutions. Donc, c'est dans ce cadre-là que s'organisent des tels stages de formation. Tout à fait. Alors, cette formation vise aussi à développer les outils de communication, c'est-à-dire on parle quand même de tout ce qui est innovation technologique. Alors, comment vous trouvez ça pour introduire avec les sciences qu'on apprend dans les facultés de l'Azhar, tout ce qui concerne les communications? Bon, donc la stratégie du ministère de Waqf, ça fait aussi un bon moment, est d'organiser ce qu'on peut appeler un imam modernisé, ou bien un imam moderne aussi, modernisé, c'est-à-dire qui pourrait s'enchevêtrer avec tout le développement, tout le progrès de très haute gamme, d'ordre technologique, informatique et tout, parce que cela est devenu tout à fait indispensable. Premièrement, il y a une relation tout à fait forte entre le da'wa et l'i'lam, c'est-à-dire la prédication et les médias. Donc, parce que aussi, il y a ce qu'on peut appeler la théorie de communication au public. C'est aussi une matière en fait tout à fait importante dans la faculté des médias. Et nous avons dans l'Azhar une faculté des médias en fait, qui faisait partie avant de la faculté de langue arabe, et qui est un département actuellement, il est devenu indépendant en tant que faculté
dans le sens c'est ample de mots. Donc, pour la technologie, par exemple, donc, le ministère fait toujours de contact avec les imams à travers des pages web, à travers aussi des groupes sur le WhatsApp, aussi à travers le Facebook, le Twitter, en fait, style Strat X et tout, c'est d'une part. D'autre part, il y a ce qu'on peut appeler une bibliothèque électronique, c'est-à-dire une bibliothèque qui sera disponible à l'imam, mais via un site électronique. On n'a pas besoin en fait d'avoir une grande bibliothèque en papier. Il y a également aussi en fait le fait de se connecter avec les croyants, avec les prieurs à la mosquée, via aussi les outils informatiques, les réseaux sociaux et tout. Donc il faut toujours en fait pour chacun des imams un groupe qui porte le nom de sa mosquée, la mosquée dans laquelle il donne ses causeries, ses sermons de vendredi et tout. Donc, elle pourrait, à travers ce site, recevoir les questions et y donner les réponses. Donc, c'est tellement indispensable pour un imam, il faut qu'il soit toujours à la mode, très à la mode. Il avance avec un pas aussi pour être disponible à tous les croyants, soit par exemple face à face pour ce que cela lui est disponible, ou bien via les réseaux sociaux pour ceux qui sont incapables par exemple de se rendre régulièrement à la mosquée en raison de leurs conditions de travail qui pourraient en fait être soit nocturnes, par exemple, soit durer pour plusieurs heures. Donc, il va rater le causerie de lui-même. Donc, on pourrait aussi, en fait, enregistrer de telles émissions et les surfer sur l'Internet pour les trouver enregistrés via un site donné par les mêmes, via avoir un lien électronique. Donc, tout cela est tout à fait indispensable pour promouvoir la da'wa ou bien l'appel à la religion, la prédication islamique. Est-ce que déjà, dans l'université de l'Azhar, il y a ce service, mais en plusieurs langues, pour parler aux autres quand même? Ah oui, nous avons par exemple tout un département qui est composé de plusieurs sections. Le département d'islamologie en langue étrangère, nous avons la section anglaise, la section française, la section allemande, la section africaine, la section chinoise, la section ourdou aussi pour les pays comme le Pakistan, l'Inde et tout. Donc c'est dans ces départements qu'on étudie premièrement la langue pour qu'on soit tout à fait en fait maîtrisant de la langue par laquelle elle va s'adresser aux croyants, et en plus en fait les sciences islamiques qui sont un outil d'un programme d'une façon tout à fait efficace, à l'instar de facultés traditionnelles comme la faculté de la charia, la faculté de théologie au Solidine, faculté de da'wa, faculté par exemple, donc toutes les sciences islamiques mais dans des langues étrangères. Donc on regroupe les deux facultés. Premièrement, la faculté de s'exprimer couramment d'une façon tout à fait en fait excellente dans la langue étrangère, et aussi de maîtriser les sciences islamiques. Donc nous avons le contenu, nous avons aussi les outils, et aussi nous avons des laboratoires dans notre faculté de langue traduction, dans lequel il y a aussi des cours par exemple de phonétique, et aussi on pourrait écouter des émissions, bien de programmes en islam, et on demande aux étudiants d'exceller la technologie, et vraiment ils sont tout à fait doués dans le domaine de la technologie parce que c'est leur génération. Ils sont même, ils pourraient nous dépasser en tant qu'ancienne génération parce que c'est leur ère qu'ils vivent d'une façon tout à fait appropriée. Oui. Et c'est très clair puisque vous êtes professeur à l'université de l'Azhar et vous êtes parfaitement francophone, alors c'est très clair et très compréhensif. Alors une dernière question concernant la formation des imams pour contrer l'extrémisme. Quel est votre avis? Ah oui, et premièrement, c'est tout à fait indispensable et très important, surtout pour les imams en fait, qui sont soit francophones, anglophones, germanophones, c'est-à-dire qui parlent de langues étrangères, parce qu'en fait, c'est dans l'ignorance qui réside les germes de l'extrémisme et du terrorisme. Donc cela est dû à l'absence d'une bonne compréhension de l'islam. Donc il faut lutter contre le terrorisme à toutes les reprises. Pour les reprises politiques, il y a des hommes politiques. Pour les reprises, par exemple, sécuritaires,
il y a les gens de la police, de la sécurité, de la formation et tout. Mais notre rôle, c'est quoi? C'est de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme d'une façon pensive, c'est-à-dire avec la pensée, d'une façon tout à fait intellectuelle, c'est-à-dire de donner ce qu'on peut appeler l'antidiscours, ou bien si on considère l'extrémisme en tant qu'antidiscours, donc il faut donner le discours initial, c'est-à-dire l'esprit même de l'islam, la philosophie même de l'islam, le message universel, le cosmopolite de l'islam, c'est-à-dire de répandre la clémence, de répandre la merci, de répandre le bien-être et la paix et tout, dans tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les humains, mais aussi pour les animaux, pour l'environnement et pour toutes les créatures d'Allah sur la planète. Je vous remercie beaucoup, Dr Kamal Gadallah. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université de l'Azhar. Vous avez parlé de la cérémonie de la remise des diplômes des imams à l'Académie militaire égyptienne, où 550 imams ont participé, et une formation qui vise à renforcer les compétences des imams à tous les niveaux, améliorer le discours religieux et à développer les outils de communication, notamment pour contrer l'extrémisme. Je passe à un autre sujet. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, qui a reçu aujourd'hui son homologue libanais, Youssef Raji. Les deux ministres ont examiner le renforcement des relations privilégiées entre les deux pays dans les différents domaines. Les dossiers d'ordre régional et la situation au Liban ont également été examinés. Les détails des discussions dans ce commentaire. Lors d'une conférence de presse avec son homologue libanais Youssef Raji, le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelati a salué les relations fraternelles et historiques entre l'Égypte et le Liban. Il a souligné la priorité de l'Égypte à soutenir la sécurité et la stabilité au Liban, affirmant la pleine solidarité de l'Égypte avec le Liban à la lumière des défis auxquels il est confronté. Abdelati a souligné que l'Égypte continuera à fournir toutes les formes de soutien au Liban, à son gouvernement et à ses institutions nationales pour parvenir à la sécurité et à la stabilité. Le ministre des Affaires étrangères a exprimé l'aspiration de l'Égypte à faire progresser la coopération bilatérale dans tous les domaines, notant son aspiration à convoquer le plus tôt possible le comité supérieur conjoint entre les deux pays au niveau du Premier ministre au Caire et à intensifier la coopération économique entre les deux pays frères. Abdelati a aussi souligné la volonté des entreprises égyptiennes de contribuer efficacement au processus de reconstruction au Liban. Le ministre des Affaires étrangères a en outre exprimé la pleine condamnation par l'Égypte des attaques israéliennes contre le Liban, soulignant le rejet par l'Égypte de toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Liban. Il a souligné la nécessité de mettre en œuvre l'accord de cessation des hostilités, le retrait immédiat et total des forces israéliennes du sud du Liban et la mise en œuvre de la résolution 1701 par toutes les parties d'une manière qui préserve la souveraineté, l'unité, la sécurité et la stabilité du Liban. Les deux ministres ont également discuté d'un certain nombre de questions régionales, notamment des développements à Gaza et en Syrie. Abdelati a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte pour reprendre la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, ce qui contribuerait à rétablir le calme et à rétablir l'accès à l'aide humanitaire et au secours dans la bande de Gaza. Il a également évoqué les efforts de l'Égypte pour accueillir une conférence internationale pour la reconstruction de Gaza en coopération avec le gouvernement palestinien et les Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères a également affirmé l'engagement de l'Égypte à soutenir le peuple syrien frère, à respecter la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie et à veiller à ce que la Syrie reste une source de stabilité dans la région. Alors, le Premier ministre Moustapha Madbouli a inspecté ce week-end les travaux de développement du centre de formation de l'autorité de la compétence productive et la formation professionnelle dans la ville du dit Ramadan. À cette occasion, Madbouli a salué l'efficacité des programmes de formation de haut niveau et leur rôle essentiel dans la fourniture de main-d'œuvre qualifiée pour le marché du travail égyptien et étranger.
Le Premier ministre Moustapha Madbouli, accompagné du vice-premier ministre chargé du développement industriel, ministre de l'Industrie et des Transports, Kamel El Wazir, a inspecté samedi les travaux de développement du centre de formation de l'autorité de la compétence productive et de la formation professionnelle dans la ville de Ziramadan, après sa réhabilitation dans le cadre du projet d'enseignement multiple pour renforcer l'emploi dans les zones affectées par la migration. Ce projet est mis en œuvre par l'Agence italienne pour la coopération au développement et financé par l'Union européenne. Le Premier ministre a salué l'excellence des programmes de formation adaptés aux exigences actuelles et futures du marché du travail, soulignant l'importance d'impliquer le secteur privé dans la stratégie de formation dans le cadre des efforts de l'État pour promouvoir l'enseignement technique et professionnel. La visite comprenait des classes théoriques, des laboratoires et ateliers comme le laboratoire d'automatisme, les laboratoires d'électricité de base, d'énergie renouvelable, d'hydraulique et de pneumatique, les ateliers de métallurgie, de confection, de soudure, de maintenance automobile, ainsi que le bâtiment Serena, premier bâtiment éducatif public durable et écologique dans la zone industrielle de la ville de Ziramadan. Lors de la visite, le ministre Kamel El Wazir a indiqué que les travaux comprenaient la réhabilitation des 3 bâtiments, enseignement théorique, atelier de métallurgie, atelier d'électricité, la construction du bâtiment Serena avec des laboratoires de multimédia, mécatronique et énergie renouvelable, ainsi que la modernisation des équipements et technologies. 3 nouveaux laboratoires ont été créés, permettant une formation gratuite pour 2500 jeunes âgés de 18 à 40 ans dans 12 métiers différents, avec un objectif d'insertion professionnelle de 30% des stagiaires, contribuant ainsi au développement de la formation technique et professionnelle et à l'essor économique de l'Égypte. Le ministre a réaffirmé la volonté du ministère d'améliorer la qualité de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en offrant des formations de haut niveau qui permettent de répondre aux besoins du marché du travail local et international dans le cadre de la stratégie urgente pour relancer l'industrie égyptienne et transformer l'Égypte en un centre industriel régional. Et pour aborder